manifestation telle que celle-là, je crois que nous allons réussir à y maintenir une température agréable cette année, pour ceux qui étaient là l'année dernière. Tout d'abord, je voudrais remercier nos partenaires et sponsors qui ont rendu possible cette manifestation, comme chaque année. Cette année particulièrement, la ville de Lausanne, le service des parcs et domaines que nous envahissons aujourd'hui. Et nos facilitateurs de cette année, M. Yves Dacheval, responsable du bureau d'études du SPADOM, M. Didier Perret, chef de l'unité des cimetières et de l'établissement horticole, et ses collaborateurs. La ville de Renan, qui nous a aussi livré une partie du matériel. Nos sponsors, bien entendu, Lausanne Jardin, Mme Keller, qui est ici, la SIA, la FSU, la FSAP, l'Ouest Zanois, la Fédération vaudoise des entrepreneurs, l'UPIAV, la Vaudoise Assurance, la Chambre vaudoise immobilière et les villes de Neuchâtel, Cluny et Lutry. Nous remercions encore Mme Lénie Niva, qui est directrice du Centre interdisciplinaire de la durabilité de l'UNIL, qui a accepté de jouer pour nous le rôle de modératrice. Notre partenaire média, la revue Tracé, et particulièrement son rédacteur en chef, Marc Rochaud. Je ne sais pas s'il est arrivé, il avait annoncé un peu trop tard. Et Monique Keller, que j'ai déjà cité, commissaire général de Lausanne Jardin, le secrétariat, la SIAO, en particulier Cécile Amos, chargée de projet, et Marie-Sabine Jacquard, secrétaire générale. Nos conférenciers du jour qui vous seront présentés juste après Néline, et des sponsors inattendus, Pierre de la Nébuleuse, qui nous offre gracieusement une partie de l'apéritif. Bien entendu, j'aimerais remercier ici mon prof, puisque cette année j'ai la présidence de ce groupe de travail, l'engagement des membres du groupe de travail SIA, FSU et FSAP qui a concocté cette édition. Sur le thème de cette année, je voudrais juste introduire, après je passe la parole à Néline, on donnera quelques chiffres. La Terre et son climat évoluent en permanence, même si d'ordinaire, cette évolution est beaucoup plus lente. L'homme, les végétaux, les animaux migrent, s'adaptent, se transforment ou disparaissent pour une partie d'entre eux. Face à l'évolution rapide que nous connaissons depuis la fin du XIXe siècle et qui s'accélère actuellement, nous souhaitons essayer de couvrir le thème des mesures, l'accompagnement à prendre, les visions prospectives qu'on peut avoir sur le long terme et peut-être aussi de savoir quoi faire avec nos anciens repères classiques de nos maîtres, de l'architecture, des jardins, etc. Nos conférenciers vont vous exposer leurs visions complémentaires, leur travail concret, leur engagement politique, leurs propositions, et je souhaite que ces interventions soient source d'inspiration pour nous tous, comme elles l'ont été, en particulier pour le groupe de travail qui a préparé cet après-midi. Je passe la parole à Néline. Chercheurs de l'université, des 7 facultés de l'université.
Nous allons de la théologie à la médecine en passant par tout ce qui est droit. Peut-être oui, juste pour commencer, au niveau du déroulement, je vais faire une rapide introduction du sujet. Ensuite, nous aurons des séries de conférences. 20 minutes de conférence, on vous proposera à chaque fois de poser des questions. Suite à ces conférences, mais vraiment des questions de compréhension, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris. Ensuite, nous aurons une pause vers 15h, une autre deuxième série de conférences, ensuite une table ronde et l'apéritif. Les intervenants, vous les connaissez, vous allez les découvrir prochainement. Alors, par contre, c'est un peu bizarre. Il y a un petit souci, c'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça, mon slide. Enfin, je veux bien faire la tête. Je sais pas si. C'est un peu. Je pense que ça a recommencé à l'arrêt. Si, mais je crois que. Je crois qu'en fait, elle est arrivée à la fin. Voilà. Donc le climat change. Je me suis demandé si je vous remettais encore toutes les courbes climatiques, etc. J'ai décidé de ne pas le faire. Je pense que nous sommes dans un moment où vous devez être tous à peu près informés sur les changements qui se passent. Peut-être juste préciser que nous parlons aujourd'hui beaucoup du climat, mais qu'il n'est pas le seul à changer et il n'est pas le seul sur lesquels nous devons avoir des inquiétudes. Vous avez ici le concept, les limites planétaires de la planète auxquelles nous sommes confrontés, et vous voyez que le climat est une des variables qui est en forte incertitude, mais qu'il y a d'autres variables comme la biodiversité où nous avons déjà franchi en fait les limites. C'est la même chose avec tout ce qui est phosphore, azote qui est lié surtout aux pratiques agricoles. Et vous voyez qu'il y a énormément d'autres domaines sur lesquels nous les scientifiques nous sommes très impliqués. Donc nous parlons du climat, il ne faut pas effacer ces autres problématiques. Le climat change et ça aura des impacts sur le territoire. Alors ma partie vise à vous faire un peu peur quelque part, vous faire prendre conscience de tous ces impacts. J'ai décidé de les lister un peu de façon brute pour vous montrer tous les impacts qui sont attendus. Montée des océans, engloutissement des îles, des villes côtières, accroissement des sécheresses, incendies, accentuation des fortes chaleurs, impact donc sur la qualité de l'air, augmentation des dangers naturels, tous les épisodes extrêmes, ouragans, inondations, mouvements de terrain, dégradation de la qualité de l'eau, des sols, de l'air, élévation de la limite des chutes de neige, augmentation des extinctions massives d'espèces, qui est déjà le cas actuellement, je vous l'ai montré au premier slide, propagation d'organismes nuisibles et de maladies, de nouvelles maladies qui vont arriver, tous ces éléments vont mettre en question la sécurité alimentaire, vont engager des déplacements de population, déplacements qui ont déjà commencé, qui vont créer un certain nombre de conflits liés aux ressources et un certain nombre de crises importantes. On parle de crise sanitaire, de crise bien sûr économique, crise sociale, crise liée aux assurances. Si les risques augmentent, est-ce que les assurances vont continuer à couvrir les mêmes choses qu'elles couvrent maintenant? Donc vous voyez, nous sommes dans un contexte qui est quand même inquiétant, sachant qu'en plus, les scientifiques sont toujours très prudents et qu'il est possible que ça soit pire. Alors on va dire, qu'est-ce qui va être pire? Mais en fait, il peut y avoir des boucles de rétroaction qui font que le système peut s'emballer, ça peut être beaucoup plus rapide et il y a des effets qui n'ont pas été prévus, qui peuvent arriver. Vous savez par exemple que le permafrost gelant va libérer du méthane qui risque de faire emballer en fait, tous les systèmes. Donc, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves que ce qui est prévu actuellement. Bien sûr, ces conséquences auront des impacts sur le développement territorial et sur vos métiers. Là, une illustration de l'arrêt qui montre qu'il y a un certain nombre de choses qui vont changer. Des infrastructures qui vont être mises en danger, des conflits de ressources, des augmentations de crues. J'y reviendrai. La consommation de courant qui va aussi augmenter. Je trouve assez mignon, qui est aussi des menaces sur le tourisme d'hiver, alors que finalement on se dit bon, c'est peut-être pas la priorité. Voilà.
Les métiers vont devoir s'adapter et notamment j'ai listé quelques points sur lesquels je pense que les métiers vont devoir prendre en considération notamment la question de la chaleur en ville. Vous aurez une intervention qui reviendra sur cette question. Ça pose la question de la nature en ville, d'avoir des corridors d'air frais, de l'isolation des bâtiments pour le chaud, pour voir quelle couleur est la ville. J'étais avec un politicien qui me disait « Ah mais il suffit de repeindre tout en blanc », puis ça ira. Ce sera un peu plus compliqué que ça. Les besoins de refroidissement vont aussi augmenter, donc la consommation d'énergie va augmenter. Cet été, quand il y a eu la canicule, le premier réflexe des gens, ça a été d'acheter des ventilateurs, et ça va continuer. Il y aura une nouvelle recherche aussi d'espaces frais, c'est-à-dire peut-être les sous-sols, les parkings, vont avoir une nouvelle valeur sociale. Et puis aussi de nouveaux usages et modes de vie. On le voit déjà dans les villes américaines où finalement les gens se mettent plus à vivre la nuit parce qu'il fait trop chaud la journée. Toutes ces mesures-là que je vais citer sont des mesures d'adaptation, c'est-à-dire qu'on sait de toute façon qu'il y aura un impact du réchauffement climatique sur nos territoires, et donc il faut prévoir en fait ces adaptations. Il va falloir préserver aussi des territoires pour tout ce qui est gestion des risques. Si on accentue les risques, par exemple, de crues, il faut réserver des territoires qui risquent de créer des concurrences avec d'autres usages. Il va falloir aussi adapter nos manières de construire, nos équipements, pour qu'ils soient plus résistants en cas d'épisodes extrêmes. On pense tous à la gare Lausanne qui a été inondée. Est-ce qu'il faudra faire des gares waterproof ou il faudra étudier des systèmes pour qu'elles soient plus capables en fait, d'être résilientes, de pouvoir être remises en état plus rapidement. Les espaces verts, il faudra peut-être penser à qu'ils soient moins arrosés parce qu'on aura des gros épisodes de sécheresse. Préserver les forêts parce qu'elles vont limiter aussi des risques naturels et parce que peut-être que ce sera des zones de refuge quand il fera trop chaud. Préserver aussi les ressources, travailler sur le stockage d'eau notamment, travailler sur une production alimentaire locale parce qu'il est possible que quand ce réchauffement climatique se met en place, ça génère un certain nombre de perturbations, notamment de notre système d'approvisionnement alimentaire qui est aujourd'hui mondialisé. Il faudra peut-être mettre en place des systèmes qui soient plus locaux, sur lesquels on aura plus de maîtrise. Une gestion des frontières aussi qui va évoluer. On parle de 400 millions de réfugiés climatiques. Ça pose quelques questions quand on voit que pour l'instant on n'a que quelques-uns et qu'on a déjà des gros soucis à les gérer. Voilà. Et puis il y aura aussi des investissements plus difficiles. On a des signes en fait, de crise économique actuellement, la crise de 2008 qui montre quelques signes de reprise. Alors le climat change, et là j'ai mis un point et non plus des points de suspension. Le climat change. On est toujours confronté quand on donne des conférences à celui qui va nous dire oui mais non, c'est pas vrai. Non, oui mais le climat change, mais ça n'a rien à voir avec l'homme. Le pourcentage de chances que ça n'ait rien à voir avec l'homme est celui-ci. Alors, soit on tape sur le fait qu'en effet c'est une chance relativement grande et on ne fait rien, soit on se dit qu'en effet il faut qu'on fasse quelque chose. Les mesures que je vous ai données, c'est des mesures d'adaptation, il y a aussi des mesures de réduction. On peut encore passer à la chose. Il nous reste assez peu de temps pour le faire, donc il faut se mobiliser maintenant, mais c'est encore possible. Et nous en sommes responsables. Souvent en Suisse, on pense qu'on a des bons élèves, et que finalement le problème c'est la Chine ou les États-Unis. Ça, j'ai pris cet extrait du journal de l'UDC qui se targue d'être très bon sur les questions de durabilité en disant mais regardez, c'est les autres le problème. Oui, alors on peut le voir comme ça. Moi je pense que la façon la plus juste de le voir c'est comme ça. C'est-à-dire que tous les flux, tous les produits qui sont produits en Chine, en Inde, etc., ils vont en Europe, ils vont aux États-Unis pour la plupart, etc. Du coup, quand on se dit « Oh, mais ça va, nous, on est assez bon en Suisse, on n'émet que 4,8 tonnes par habitant. » Du coup, ça fait qu'on est 80e sur la Terre. On se dit « Bon, c'est pas mal quand même. » Mais ça, c'est quand on compte que les émissions territoriales. Mais si on compte tous les iPhones, tous les trucs qu'on achète ailleurs, on est à 15 tonnes. Et là, on est 14e mondial. Donc du coup, on est dans les gros émetteurs de CO2. Donc c'est notre responsabilité aussi de changer les choses. Il faut savoir que 70% des émissions de la Suisse se fait à l'étranger. La Suisse ne fait presque rien. Elle dépend des autres pays pour le faire. Nous en sommes responsables et voilà un peu à quoi ressemble un
bilan carbone. Celui-là, c'est celui de l'État de Genève. C'est un canton sur lequel on travaille beaucoup actuellement. L'administration nous a demandé de voir comment on pourrait arriver à une neutralité carbone pour 2050. Du coup, on a des équipes de chercheurs qui travaillent là-dessus. C'est pas facile. On n'est pas sûr d'y arriver, franchement. Et donc voilà, en fait, les bilans carbone permettent de voir où sont les dépenses, les tonnes de CO2 finalement, où elles sont affectées dans certains secteurs. Alors comme vous pouvez le voir, le secteur de la mobilité représente 41%. Bon, il faut voir que le canton de Genève est un peu particulier parce qu'ils ont un aéroport. Ça génère aussi pas mal de choses. Le secteur de l'alimentation et des biens de consommation est aussi important, des logements, etc. Il faut voir que ces bilans carbone, c'est l'outil qu'on a actuellement, qui nous donne une espèce de photo de ce qui se passe par exemple sur un canton. Mais ils sont complètement minimisés. Je vous donne un exemple, par exemple, dans ce bilan carbone-là, mais c'est la même chose pour d'autres bilans carbone. Si vous prenez l'alimentation, on a pris, par exemple, on n'a pas pris l'alcool, on n'a pas pris le café, on n'a pas pris le chocolat. Du coup, il faut vous dire que c'est encore plus haut que ce qui est là. Et ensuite, par exemple, sur les biens de consommation, là, on sait que c'est minimisé, on rajouterait, par exemple, presque 2/3 d'émissions en plus, parce que là, on va dans les déchetteries et puis on va aller chercher ce qui reste dans les déchetteries, mais pour identifier un peu le tonne de CO2 que ça veut dire, mais en gros, vos iPhones, vous les mettez rarement à la déchetterie et vos diamants non plus. Donc il manque vos médicaments non plus, etc. Donc c'est sous-estimé. Donc le climat change et nous devons réduire nos émissions. Actuellement, la société se mobilise. Vous avez vu, c'était quoi, il y a 2 semaines à Berne, la mobilisation, une place fédérale remplie de manifestants. Il se passe des choses, la mobilisation sociétale se fait, la mobilisation des jeunes se fait aussi. Nous avons accueilli cet été 450 grévistes du climat de l'Europe élargie entière, donc Greta Thunberg à l'Université de Lausanne. Ils ont rédigé un document. Voilà, ils sont là, ils ont envie d'avoir un avenir, ils sont angoissés, mais ils produisent un certain nombre de choses. Les pouvoirs publics se mobilisent aussi, on a beaucoup d'annonces à travers les pots de climat, les produits en plastique qui seraient bannis, tout le monde déclare maintenant qu'en 2030, 2050, on serait neutre en carbone. Donc il y a une mobilisation des pouvoirs publics. Au niveau des universités, les chercheurs, déjà on va dire l'université en tant qu'entité territoriale se mobilise aussi pour réduire ses propres émissions, dont nos émissions, c'est les voyages en avion des chercheurs, le plus gros poste. On travaille là-dessus. Mais il y a aussi une mobilisation maintenant des chercheurs, il y a un peu un coming out des chercheurs qui pour l'instant étaient très mesurés et puis maintenant qui se mettent à soutenir ouvertement Extinction Rebellion. Je ne sais pas si vous voyez tous en fait ce que c'est. C'est des mouvements en fait non violents mais qui occupent l'espace urbain, que ce soit des ponts, des ronds-points. À Paris, c'est un centre commercial, etc. Et ça, c'est un tournant quand même assez majeur dans le monde de la recherche qui normalement reste très distant de ces mouvements-là. Et les architectes, les urbanistes, les ingénieurs, les paysagistes dans tout ça. Le climat change. Voilà. On ne saura pas la suite. Le climat change et en effet, ces professions, c'était le titre de cette conférence, et les métiers, comment vont-ils évoluer? Nous pensons qu'il faut faire évoluer un certain nombre de choses. La première chose, et si vous devez retenir un truc de cette conférence, j'espère que vous retiendrez ça, c'est sortez-nous de ça. Ça fait environ 10 ans dans la recherche qu'on l'a mis à la poubelle. Et à chaque fois que nous avons une présentation, on ressort ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible et dans la recherche, maintenant, on parle du modèle de Mickey. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça donne ça. C'est-à-dire que l'économie, l'environnement, le social, l'idée c'était de croiser sur un tout petit espace, on voit que ce n'est pas possible, et qu'en gros, ce qui est arrivé, c'est plutôt ça. Donc c'est tout développement durable et choses comme ça. Nous, on ne parle plus de développement durable, maintenant on parle de durabilité. Durabilité, c'est ça. Ça veut dire qu'on est dans un monde fini, avec des ressources finies, que notre société s'ancre dans ce monde-là, et l'économie s'ancre dans la société. Ça remet un certain nombre de choses en question, dont la croissance économique. Il va falloir travailler sur nos imaginaires. Donc retenez le modèle de nucléaire, rappelez-vous que travaillez autrement. Il va falloir travailler sur nos imaginaires. Les imaginaires maintenant autour de la durabilité,
C'est un chantier de recherche qui nous tient très à cœur avec le centre, on travaille avec des artistes sur ces questions. On n'a pas d'imaginaire. On a fait des projets avec des chercheurs sur la science-fiction, on a développé des tas de choses. Sur les imaginaires, on a ça, l'effondrement, on a la version très technique, la Smart City, etc. Ou on a la ville super verte. On pense qu'il y a d'autres visions qui sont possibles, et c'est là où je pense que le potentiel des architectes et de tous ces métiers, urbanistes, paysagistes, c'est de pouvoir développer des visions qui sont autres que ça. Vous avez le potentiel de savoir faire du projet, de savoir mettre en image ce que n'ont pas forcément d'autres professions et de vous projeter. Produisez-nous d'autres visions que celle-là. Je pense qu'il faut aussi travailler sur les distinctions. On reste encore très sectoriel, on le voit à l'université, on le voit aussi sur le territoire. On travaille peu, par exemple, sur l'espace agricole. Et ça, je pense qu'il faut revoir la manière de distinguer. Peut-être que la durabilité va interroger le zonage, le fait de séparer des zones. Avoir des visions systémiques aussi. Vous prenez les plans climat maintenant, c'est une succession de listes sans articulation. Il faut développer une vision, et là, la vision du projet territorial, elle est aussi importante. Il faut innover. Actuellement, pour innover, les administrations vont chercher des jeunes grévistes, les mettre dans tous les plans climat. Nous, on a vu à l'interne ce que c'était de faire travailler des enfants sur ces questions. Officiellement, c'est pas sorti, mais en gros, ils ont tous fait une espèce de crise. On a dû amener des psychologues quand même, il y avait des enfants de 11 ans qui travaillaient sur ces questions de l'Europe entière. Et là, vraiment, en tant que chercheur, je me suis dit, est-ce que c'est juste de réunir des enfants et les faire travailler sur des questions de fin du monde, quelque part, et eux, ils ont le sentiment qu'ils doivent sauver le monde. Les administrations, je sais pas, de convoquer des jeunes, je peux comprendre l'idée, mais je sais pas si c'est leur responsabilité à eux de passer leur soirée à rédiger des versions. Et puis maintenant, la mode, c'est dans les administrations de dire, c'est les chercheurs qui vont trouver des choses. Nous, en tant que chercheurs, on peut amener un certain nombre de choses, on doit les co-construire avec vous. Bien sûr qu'on a des idées sur plein de choses, mais elles ne seront pas pertinentes si elles ne sont pas construites avec le terrain. Il faut expérimenter, je crois qu'on a été un peu frileux pour faire ça. Là, c'est Notre-Dame-des-Landes, il y a plein de projets d'éco-village, etc. Je pense qu'il faut, maintenant on est dans un tel contexte qu'urgence qu'il faut se laisser la possibilité d'expérimenter et de le faire sur un territoire. Les jeunes, la formation, je pense que nous ne formons pas actuellement nos jeunes à une urgence climatique. Résultat, nous avons vraiment un certain nombre qui se désimmatriculent en se disant mais pourquoi étudier si de toute façon c'est la fin du monde. Je pense qu'on va leur donner des outils pour le faire. Et on va revoir ces formations. Et je pense que l'intervention de Bella Stock sera pour ça hyper intéressante parce que ça montre comment on peut expérimenter, comment on peut former différemment les jeunes aujourd'hui. Aussi, revoir nos outils. Pour l'instant, on est un peu frileux, on fait de l'incitation, de la sensibilisation, de l'information, mais tout ce qui est sur les contraintes, on a du mal à passer à la vitesse supérieure. Je pense que ça sera nécessaire. Toutes les équipes de chercheurs avec qui on travaille, dont des psychologues comportementaux, nous disent, la question c'est toujours, est-ce que les gens sont prêts? Les normes sociales, elles évoluent, mais elles évoluent lentement. Si on attend ces évolutions, on n'y arrivera pas. Des contraintes peuvent faire évoluer les normes sociales rapidement. L'exemple de la fumée dans les trains, un bon exemple. Et ensuite, je finirai par ce slide. Comment faire changer nos manières de penser? Pour l'instant, notre schéma, c'est plutôt de nous dire d'abord, on va améliorer. C'est-à-dire, par exemple, si on prend la mobilité, on va se dire, on va passer aux véhicules électriques. Ok, mais en fait, en gros, ça changera à peu près rien. Alors, on se dit, on va transférer. On va dire que les gens ils font plutôt de la mobilité tous, plutôt qu'ils prennent leur voiture. Ok. Bon, ça peut aussi changer un certain nombre de choses, peut-être un peu plus, mais voilà. Et on arrive rarement à la question de questionner. Est-ce qu'on a besoin de se déplacer autant? Est-ce qu'on a besoin de construire autant? Est-ce qu'on a besoin encore de construire des routes dans ce contexte-là? Et là, ça pose clairement une question sur le métier, en fait. Est-ce que le métier des architectes, des urbanistes demain, c'est de construire? Est-ce que c'est d'intensifier? Est-ce que c'est de questionner? Et ça, je pense que c'est vraiment une manière de réfléchir qui est différente. On ne devrait pas réfléchir dans ce sens-là, on devrait d'abord questionner le besoin. Mais c'est difficile, je vous l'accorde. Je pense que personne n'est encore très au clair de comment il faut faire la chose, mais il faut vraiment se poser des questions sur ces éléments. Voilà, c'était pour ma petite introduction. Je vous propose de laisser la parole au prochain intervenant.
l'idée c'était un peu de dresser le panorama. J'espère que je ne vous ai pas trop démoralisé. Vu vos têtes, je pense que oui. Mais c'était aussi pour vous montrer que la situation est grave, critique. Mais sincèrement, je pense que vos professions ont un rôle à jouer énorme. Parce que d'une part, vous savez travailler de façon interdisciplinaire, vous savez travailler sur des imaginaires, des visions. Et donc, du coup, je pense que finalement, vous avez un rôle énorme à jouer sur ces questions. Du coup,